Donc, bonjour à ceux qui sont présents ici et à ceux qui sont à Paris. Donc, je vais vous exposer aujourd'hui un sujet concernant le design language et la stratégie d'identité. Donc, je me présente en quelques mots. Je suis designer industriel de formation. J'ai travaillé pendant 10 ans en tant que designer au sein du groupe Legrand. Et depuis 7 ans, je travaille en indépendant, plutôt sur la partie, on va dire, design stratégique et conseil auprès de design managers ou de designers ou d'équipes projet. Et je les aide à réfléchir en fait la partie réflexion, stratégie identitaire. Et pour cela, en fait, je réalise des études et je leur développe des supports pour faciliter la communication entre les designers et les équipes projet, particulièrement sur les choix stylistiques. Donc, je vais commencer cette présentation en... Ah, il en manque un petit bout. Si c'est possible d'avoir l'image en plein écran. Oui, mais il y manque la moitié de la... Voilà, là c'est bon. Merci beaucoup. Donc, je vais commencer en vous spécifiant en fait les types d'interactions que je trouve intéressantes de voir entre le designer et le fonctionnement de l'entreprise. Que ce soit un designer indépendant, un designer en agence ou une structure de design intégrée. En général, le designer fonctionne avec différents types de métiers qui sont connexes, le marketing produit, le marketing stratégique, le marketing communication, le commercial et la R&D. Et avec chacun de ces différents corps de métier, il y a des interactions qui se font sur soit la direction artistique, la réflexion sur l'ADN de la marque, la charte stylistique avec la communication, le concept produit, la validation projet avec les marketeurs produits et la conception technique, la prospective avec la R&D. Donc ça vous montre qu'il y a différents publics avec lesquels le designer communique et ces différents publics n'ont pas nécessairement la même sensibilité et la même connaissance et la même sensibilité à la connaissance des tendances, par exemple, ou à la façon de percevoir les codes stylistiques. Donc c'est important, il me semble important de bien considérer qu'il y a cette différence et la nécessité de faire en sorte de faciliter le dialogue entre ces différents corps de métier. Deuxième élément, il y a des transmissions qui se font aussi entre ce designer et cette entreprise. Dans un premier temps, le designer il a constamment besoin d'alimenter sa créativité. Ça veut dire suivre l'évolution des tendances sur les blogs spécialisés, visiter des salons professionnels, lire la presse spécialisée, connaître les codes de style sur certains pays étrangers. Donc ça, c'est pour sa culture personnelle. Mais il a aussi tout intérêt, en interne, à faire en sorte de sensibiliser et transmettre ce savoir aux différents publics qui fonctionnent avec lesquels il travaille, de façon à les sensibiliser à cette culture-là et à leur transmettre des informations qui vont servir dans le cadre des projets. Il y a aussi, dans certaines situations, la nécessité de cibler une argumentation extrêmement précise par rapport à un projet ou de structurer une réflexion de stratégie identitaire qui englobe ces différentes personnes ensemble. Donc pour ce faire, il y a des outils qui peuvent être très utiles pour pouvoir justement structurer cette réflexion. Et ces outils, en fait, je les classe en 4 catégories, le flux, le zoom, le guide et le focus. Et ces outils, en fait, ce sont des sources d'inspiration et elles sont structurées avec 2 intentions principales, alimenter la créativité et en même temps rationaliser l'argumentaire créatif pour justement faciliter le dialogue entre designer et entreprise et en même temps rassurer et échanger sur des éléments factuels et concrets. On va commencer par le premier, donc la méthodologie concernant la partie flux, c'est-à-dire comment faire en sorte de gérer et de bien intégrer toutes ces tendances qui constamment, en fait, on est constamment abreuvé par différents médias de l'évolution de toutes les tendances stylistiques. Que peut-on en faire et quel outil permet de pouvoir travailler ça ? Donc le premier, par exemple, ça va être de bien considérer que déjà, toutes ces tendances, elles ont 4 niveaux de maturité distincts. En bas à gauche, vous voyez les tendances qui sont plutôt émergentes. Au niveau signaux faibles, elles sont apparentes uniquement dans les blogs spécialisés. Ensuite, les tendances qui sont en croissance, c'est celles qui sont en cours de confirmation. Et là, dans ce cas-là, elles sont plutôt relayées sur les salons professionnels. Celles qui sont tout en haut à maturité, c'est celles qui commencent à être relayées dans la presse spécialisée ou dans les magasins spécialisés. Et en bas à droite, les tendances en démocratisation, c'est celles qui ont été déjà popularisées et vulgarisées par la GSA, la GSB ou par toute autre entreprise qui se réapproprie et retravaille des tendances qui sont déjà anciennes. Donc ce qui est intéressant, c'est d'essayer par ces différents niveaux, de collecter des images, de gérer une photothèque avec un classement assez fin
Et derrière, de pouvoir en déterminer des thématiques à suivre d'une période à l'autre pour voir quelles sont les tendances qui sont émergentes, comment elles évoluent, à quelle vitesse elles avancent. Il faut savoir que quand un designer s'adresse à un marketeur stratégique, ce sont les tendances émergentes ou croissantes qui vont les intéresser pour les développements à long terme. Quand un designer travaille avec un marketeur produit, ce sont les tendances en croissance ou matures qui intéressent les projets. Si un designer communique avec un commercial, ce sont les tendances, on va dire, ou matures ou en décroissance qui les intéressent, parce que ce sont celles auxquelles les gens sont au contact tous les jours. Alors ça peut se transformer ensuite en moodboard inspirationnel, donc qui sont des pages qui représentent et qui identifient en fait des signes convergents innovants. Et ils peuvent être soit, on va dire, d'inspiration plutôt purement stylistique pour montrer une segmentation particulière de l'évolution d'un style. Ça peut être aussi des détections de concepts anticipateurs qu'il est intéressant d'exploiter et pour lequel le designer peut se servir de ce genre de support pour communiquer avec un marketeur ou un marketeur stratégique sur l'évolution d'une tendance émergente. Concernant ce que j'appelle le zoom, donc là cette fois c'est la méthodologie concernant plutôt l'identité stylistique à proprement parler d'une marque. Ça peut être intéressant aussi de s'intéresser à l'ADN du style de la marque. Et je vais vous citer un cas sur lequel j'avais eu l'occasion de travailler pour le groupe SEB pour la marque Krups. Et l'idée était de dire quels sont finalement les codes stylistiques historiques clés de la marque et comment faire pour identifier les réussites et les échecs stylistiques sur une longue période. Donc la méthodologie, ça consistait à utiliser l'ensemble de tous les catalogues dont la marque disposait depuis l'origine, de collecter l'ensemble des produits et ensuite d'essayer de les mettre déjà dans une première lecture chronologique en se disant, bah voilà, la marque, ce que vous voyez à droite, dans la période des années 20, qu'est-ce qu'elle faisait, qu'est-ce qu'elle vendait, et en regardant en comparatif à gauche, la femme de cette époque-là, la cuisine de cette époque-là. Et ainsi de suite, de dérouler pour chaque décennie les évolutions stylistiques et fonctionnelles ergonomiques de la marque. Et par exemple, de voir que la marque avait basculé de produits en fonte à des produits en plastique dans les années 70. Donc bien vérifier et voir toute l'évolution chronologique. Ça a deux avantages, c'est que ça permet de pouvoir, quand on en a la lecture complète, d'identifier en lecture transversale les véritables phases de réussite stylistique ou ergonomique, identifier les produits clés, ceux qui ont positivement marqué l'image de la marque. À l'inverse, ça peut aussi permettre d'identifier en lecture transversale des échecs ou tout du moins des produits ou des identifiants charnières qui ont été utilisés et qui ont plus négativement impacté la marque. Donc voilà, c'est intéressant dans ces deux axes d'avoir cette réflexion de fond historique sur une marque. Le territoire du style aussi, c'est intéressant, ça permet quand il y a des multimarques de réfléchir avec le principe du portrait chinois, c'est-à-dire d'associer des images clés à une marque, sans jamais la citer, sans jamais en voir les produits, mais uniquement par l'imaginaire, se dire si cette marque était un habitat, une personne, un geste, un objet, et essayer de ce fait de créer une sorte de carte d'identité pour chaque marque et de la comparer aux marques ou concurrentes ou faisant partie du même univers de gestion de marque. Autre élément, ça peut être de délogoter l'ensemble de tous les produits de la concurrence ou des produits internes. Et ça permet dans un dialogue avec des marketeurs de pouvoir complètement échapper au spectre de la référence au logo et à une marque existante et d'avoir une réflexion avec une lecture transversale sur quels sont les codes stylistiques des concurrents. Ont-ils une ligne directrice ou n'en ont-ils pas? Voilà, ça peut faire partie des outils intéressants dans ce genre de situation. Concernant ce que j'appelle le guide, c'est-à-dire les codes stylistiques sur des zones géographiques hors du périmètre français, j'ai eu l'occasion de pouvoir, suite à des demandes du groupe Legrand, du groupe SEB, de travailler des études sur les codes stylistiques à l'étranger. Alors je vous prends un exemple, c'est celui du style en Inde. Et l'objectif, c'est de se dire, pour un designer français qui doit concevoir des produits que sa marque va vendre à l'international, comment faire pour appréhender les codes stylistiques propres à un pays étranger. Donc là, l'intérêt, c'est d'aller faire un décryptage occidental, donc in situ, en observant soit les traditions, les influences locales, essayer d'identifier les tendances qui sont émergentes et analyser les particularités de style dans un pays.
Alors ça veut dire s'imprégner en allant visiter des magasins qui vont du plus populaire aux malls les plus haut de gamme, d'essayer d'aller voir toute typologie de produits, mobilier, luminaires, électroménagers, donc sur un spectre assez large. Et avec l'ensemble de toutes ces infos et de la photothèque ainsi obtenue, associer ça à des infos provenant de livres spécialisés, de magazines, de presse déco locale. Et sur la base de l'ensemble de cette photothèque, essayer d'arriver à décliner une présentation qui puisse permettre aux designers à la fois de comprendre, par exemple, le type d'habitation dans lequel un produit va venir s'installer. Là, un exemple sur un positionnement extrêmement populaire. Ça peut être aussi de prendre connaissance des us et coutumes formels et ergonomiques, par exemple dans le domaine de la cuisine, dans le populaire. D'identifier des tendances émergentes en architecture en regardant les éléments dans la presse spécialisée et essayer d'aller identifier des codes formels qui sont propres à la culture, iconiques parce qu'ils sont aussi bien présents dans l'architecture, dans les us et coutumes, dans le graphisme. Donc arriver à essayer de déterminer des points forts, des points clés. Et puis ensuite, procéder de la même manière, aussi bien sur les formes, mais aussi sur les couleurs. Essayer d'identifier les teintes emblématiques, aussi bien sur un aspect culturel que sur un aspect purement produit. Segmenter les matières aussi, en essayant de faire bien la distinction entre ce qui est de l'ordre d'une justification culturelle ou traditionnelle. Et finalement, de recommander un panel de finition qui soit des matières, des textures représentatives par niveau de gamme, mais avec toujours dans l'idée que ce support-là servira au designer pour créer ses produits. Donc ça deviendra une palette dans laquelle il pourra venir piocher, mais ça lui permettra aussi et surtout d'avoir un support factuel pour communiquer avec un marketeur et lui dire « j'ai choisi telle forme, telle matière ou telle finition », pas simplement par un goût personnel, surtout pas, mais précisément parce que c'est argumenté par rapport à des référents existants dans le pays. Ça peut être aussi, alors là je parlais sur des zones étrangères en développement économique, ça peut être aussi sur, par exemple, comprendre quand on parle du style germanique ou des marques germaniques, qu'est-ce que c'est que ce style germanique? Essayer de comprendre l'influence historique du Bauhaus, de l'école d'Ulm, et voir comment ça peut avoir de l'influence sur le long terme, sur l'ensemble des marques, en essayant de comparer. Alors là, en l'occurrence, c'était une quarantaine de marques dans différents domaines, toutes d'origine allemande, et essayer de voir s'il y a des spécificités identitaires, soit dans la qualité ou des particularités exclusives. Et en ce sens, comment il se distinguerait, par exemple, d'un design plus scandinave ou plus italien. Essayer de cartographier des spécificités culturelles et stylistiques. Ce que j'appelle focus, ce sont des thèmes quand ce sont des réflexions qui sont plutôt sur des thématiques à valeur ajoutée. C'est-à-dire c'est des thèmes de réflexion de fond qui peuvent servir pour toute typologie de produits et qui viennent alimenter la conversation d'une façon factuelle. Par exemple, essayer de comprendre quels sont les codes du haut de gamme et comment ils se différencient du luxe. Donc là aussi, ça veut dire étudier un nombre de marques important, regarder avec un œil scrutateur vraiment dans le détail. Ça peut être la qualité des matières, les valeurs de rayon, la façon de créer les assemblages, la façon de gérer la qualité des textures, essayer de définir toutes les spécificités exclusives à un niveau de gamme, identifier des matières ou des finitions qui sont iconiques, et transformer ça en un outil de synthèse qui puisse permettre de justifier en tant que designer avec un marketeur, par exemple, qu'il faut travailler des valeurs de rayon ou travailler une gestion des jeux fonctionnels extrêmement fine parce que c'est un référent stylistique obligatoire pour accéder à la perception d'un certain niveau de gamme. Dans les réflexions des thèmes à valeur ajoutée, ça peut être aussi des observations sur les nouveaux usages, les nouveaux comportements. Là, en l'occurrence, c'est sur l'univers du tertiaire. Donc, essayer de comprendre quels sont les nouveaux thèmes porteurs, assez large en fait, en partant de l'architecture extérieure, intérieure, le mobilier, les usages. Et derrière, ça permet d'alimenter à la fois la créativité, mais ça permet aussi de comprendre comment évolue un univers au sens global et les produits qui y sont intégrés. Là aussi, une réflexion globale sur existe-t-il un design universel et si oui, comment se matérialise-t-il ?
Ça peut permettre à un designer qui communique avec un responsable de R&D ou un bureau d'études de pouvoir avoir des arguments factuels, ergonomiques sur justement comment concevoir des produits qui ont vocation à être réellement utiles pour tous, et en se basant sur des exemples concrets déjà existants. Mais simplement, c'est le fait d'additionner ces exemples concrets en une seule et unique présentation et en les segmentant, ça a l'avantage de pouvoir, par l'effet de masse, permettre de mieux faire passer une idée. Autre élément de réflexion, par exemple, le low-tech design, c'est-à-dire toutes les nouvelles conceptions de mobilier qui se font sans clous ni vis et qui, à la fois d'un point de vue ergonomique et développement technique, sont dans une logique de conception et complètement différente, dans une logique d'éco-design, donc même en relation avec des publics extérieurs sur la partie environnementale, montrer que le designer intègre cette réflexion, et puis surtout montrer par l'exemple que ça mène aussi, que c'est générateur d'un nouveau type d'évolution stylistique. Alors les bénéfices en fait au global de ce genre de méthode, c'est-à-dire le fait d'essayer d'amener du rationnel et du factuel dans la conversation entre designer et l'entreprise, ça a différents bénéfices. Déjà, vous l'avez vu, le fait d'utiliser le principe d'une présentation imagée, c'est un référent de communication qui se base sur les faits, mais il est aussi universel. J'ai eu le cas où on faisait des réflexions entre, par exemple, des designers brésiliens et des designers français dans la même équipe. Le fait d'utiliser exclusivement de l'image, ça a comme vertu que ça dépasse la notion du langage, et tout le monde visualise les mêmes images et les analyse de la même manière. Le fait de travailler une analyse qui est justifiée et qui est contextualisée, ça rassure, alors même que ça définit des paramètres subjectifs. Donc la notion du j'aime pas n'intervient plus, elle est basée uniquement sur les faits. Et puis je terminerai en disant que aussi l'argumentaire créatif rationalisé, c'est un outil fédérateur pour faciliter les décisions stratégiques, parce que ça devient un point de convergence de réflexion et de décision pour le designer et les autres personnes de l'entreprise. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci pour cette intervention. J'essaie de me mettre dans la lumière. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, je vois une main qui se fait... Ah, non, tant pis. Oui, madame? Merci beaucoup. Quelles sont vos sources d'informations? Est-ce que c'est de la recherche documentaire? Comment est-ce que vous arrivez à compacter toute cette information au sujet de ces marques et de ces produits? Alors ça dépend des sujets en fait, c'est-à-dire que quand, ce que j'essaie de vous montrer tout à l'heure, quand il s'agit des tendances, de la gestion du flux des tendances, ça peut être l'étude des blogs au quotidien, donc des blogs d'architecture, pour design produit, donc la collecte d'images pour essayer de récupérer des informations très en amont sur les signaux faibles. Ça peut être les images prises sur des salons professionnels, des images glanées dans des magazines de déco, donc ça c'est quand il s'agit d'identifier les différents niveaux d'études d'évolution des tendances. Quand c'est sur des périmètres étrangers, c'est in situ en allant sur site et en prenant des photos dans les magasins et en zoomant sur des détails. Ça. Quand il s'agit d'études documentaires sur ce que j'évoquais tout à l'heure, par exemple le haut de gamme, ça va être étudier les sites internet d'un nombre de marques définies à l'avance. Et on a l'avantage aujourd'hui que les sites internet sont généralement fournis avec des images de très belle qualité, ce qui permet de pouvoir zoomer et ensuite de gérer une photothèque, mais véritablement en allant chercher et en zoomant les détails stylistiques qui sont intéressants. Voilà. Est-ce que ça se complète avec un travail avec les équipes de votre client qui peuvent être sur le territoire aussi, une démarche même d'enquête sur le territoire? Alors, quand il s'agit de faire un déplacement sur des zones étrangères, là, en fait, ça se fait en partenariat avec les équipes marketing et commerciales qui sont, en général, les très grosses entreprises ont souvent des structures qui sont existantes à l'étranger. Donc, en général, je tourne avec eux. En fait, on définit à l'avance un nombre de villes, un nombre typologie de magasins, de niveaux de magasins. Et ce sont eux qui me permettent de pouvoir accéder, en fait, à ces différents endroits. Donc, il y a un travail, on va dire, en relation à ce moment-là sur la partie amont de l'étude et après sur la partie
aval, c'est-à-dire une fois que l'étude et la synthèse elle est réalisée, là ça se fait aussi en partenariat avec les équipes de designers internes en entreprise, puisque eux se réapproprient ce support et ils s'en servent aussi concrètement dans le cadre de leur relation au quotidien. Donc il y a à la fois un travail en amont et en aval de l'étude. Et en aval, ça peut même aller jusqu'à une validation peut-être de concept ou de réflexion de concept produit. C'est un peu le but, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le côté inspirationnel, donc ça vient alimenter la partie créative pour les designers, mais le but c'est aussi de s'en servir après comme d'un outil argumentaire. Donc comme c'est un outil argumentaire, ça devient aussi de fait un outil de validation. C'est-à-dire que tout du moins, ça peut devenir un outil auquel ils se réfèrent à différents moments dans l'évolution de l'étude pour faire un choix et se dire est-ce que finalement par rapport à ce qui avait été évoqué intentionnellement dans l'étude à un certain moment, est-ce qu'on est dans les clous ou pas? D'accord. Voilà, merci de votre... Non. Est-ce que à Paris, vous avez des questions de votre côté? Alors, est-ce qu'on a des questions à Paris? Oui. Merci. Bonjour, je me disais que du coup vos bases de données doivent être énormes en images, en informations. Est-ce que vous avez trouvé un logiciel ou un système qui vous permette de gérer tout ça chez vous, dans votre structure, pour pouvoir ensuite redispatcher ces nouvelles informations aussi que vous avez collectées et les réutiliser à d'autres moments opportuns? Ça marche, oui. Bonjour, j'utilise en fait un logiciel qui s'appelle Adobe Lightroom, donc qui est un logiciel qui initialement est utilisé par les photographes, qui permet en fait d'importer l'ensemble de la photothèque. Ça permet de pouvoir y associer une traçabilité de l'endroit où la photo a été prise, de retravailler la photo concrètement comme on le ferait dans Photoshop pour la reformater, et ça permet de pouvoir ensuite avec des mots-clés gérer en fait la globalité de l'ensemble des images. Pour vous donner une idée, par exemple, un dossier sur une thématique étrangère, ça peut être 2000 images, c'est la moyenne en retour de voyage. Pour pouvoir, ce qui me paraît important, c'est que pour pouvoir déterminer des clés communes et arriver à réaliser une synthèse qui est du corps, il faut. D'ailleurs, j'utilise pas toutes les images que je prends, mais c'est le fait de les avoir vues, la multiplicité des images récurrentes qui permet de pouvoir déterminer des thèmes de fond. Merci. D'autres questions? Oui, bonjour. Dans votre démonstration, en fait, vous utilisez beaucoup le terme de tendance stylistique. Et finalement, en voyant tout ça, quand vous expliquez un peu la démarche utilisée et la quantité énorme d'images que va utiliser le designer, on a l'impression que la démarche du designer se réduit à du stylisme finalement. Et est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Est-ce que pour vous, c'est vraiment une des composantes de la conception d'un produit et donc d'une démarche de design, ou d'autre chose qu'un produit d'ailleurs? Ou alors, pour vous, le style est quelque chose d'essentiel et finalement, vos clients et les gens à qui vous vous adressez, est-ce que c'est leur préoccupation première, le stylisme, et donc être dans une tendance ou s'inspirer de codes formels existants ou à venir, etc. Alors, bonjour, je ne pense pas du tout que la partie stylistique soit prioritaire. Bien évidemment, un produit, c'est à la fois une forme, une fonction. L'ensemble de ces éléments doivent être gérés ensemble. Là, simplement, moi, je me présente comme un facilitateur entre les designers et les équipes projet sur cette partie-là, parce que c'est effectivement celle qui est la plus subjective. C'est-à-dire c'est celle sur laquelle il y a le plus de discussions en interne associées à la notion du j'aime pas. Donc moi, j'essaye d'apporter des solutions pour essayer d'aider
à faciliter le dialogue sur cet aspect-là. Mais bien évidemment, je prends en considération toute la partie ergonomique, fonctionnelle. Et je vous avais peut-être vu au début, quand je parlais de la gestion du flux, je disais bien qu'il y avait des moodboards qui peuvent être certains extrêmement bien orientés plutôt style, et d'autres moodboards qui vont être plutôt orientés nouvelles technologies, conception. Quand je parlais tout à l'heure du low-tech design, on est plus dans l'aspect fonctionnel que dans l'aspect formel vient dans un deuxième temps. Donc j'oublie absolument pas de gérer les deux, mais c'est effectivement la partie stylistique qui est souvent sujette à des discussions et des jugements subjectifs. C'est la raison pour laquelle j'essaye d'apporter des solutions sur cet aspect-là. D'autres questions à Paris? Oui. Pour quel profil de client en fait, travaillez-vous? Est-ce que ce sont plutôt des agences de design ou plutôt des industriels aujourd'hui dans la répartition de votre prestation? À qui vous vous adressez quand vous vous accompagnez comme ça essentiellement? Est-ce que c'est plutôt 80% de design ou 20% d'industriel ou le contraire? Bonjour, donc j'expliquais au début, en fait, j'ai travaillé pendant 10 ans au sein du groupe Legrand en tant que designer. Donc le groupe Legrand reste un de mes clients principaux avec le groupe SEB. On va dire que ce sont les deux piliers avec lesquels je travaille de façon régulière. Donc ça veut dire avec les designers intégrés. Mais je m'intéresse aussi à essayer de travailler avec des agences de design parce que ce que je fais, en fait, j'ai totalement bien évidemment conscience que l'ensemble de tous les designers le font dans leur gestion quotidienne. Ça fait partie de la mission du designer de gérer cette partie étude de tendance et justification des codes stylistiques ou ergonomiques. Maintenant, ce que je sais aussi, c'est qu'en interne, un designer qui a de multiples projets en cours ne peut dédier en réalité que 10-15% de son temps sur ce genre de réflexion en amont. Et donc, si justement j'ai souhaité développer mon activité en indépendant, c'était pour y passer 100% de mon temps et le faire d'une façon le plus méthodique possible. Donc après, je peux aussi, et c'est un de mes souhaits, travailler avec des agences de design qui souhaitent externaliser une partie de la réflexion ou tout du moins déléguer une partie de réflexion en amont sur certaines thématiques. Mais dans les cas concrets, effectivement, j'ai jusqu'alors plus travaillé, on va dire de l'ordre de plus de 80% avec des structures de design intégrées.